Mesdames et messieurs, troisième journée consécutive de 21e édition de DRC Mining Week, ici en direct de Lubumbashi, chef-lieu de la région du Haut-Katanga dans le sud-est de la République du Congo. Mesdames et messieurs, nous avons eu le privilège de vous présenter premier jour de l'ouverture, deuxième jour consacré autour des échanges B2B à travers les différents panels sur la question économique et du développement. Aujourd'hui, troisième journée consécutive ici en direct dans l'espace érigé pour la circonstance. Nous allons faire nos focus avant de vous amener à comprendre la cérémonie des clôtures en termes de ces troisième journées ici, mesdames et messieurs. Nous allons continuer à vous rapporter tout ce qui est lié avec les échanges des panels ainsi que d'autres événements. Restez connectés, on y revient pour boucler la boucle avec vous ensemble. La collaboration entre l'État et le privé aura porté des fruits et aura permis de matérialiser cette fameuse promesse du potentiel économique congolais en un réel dividende pour les populations. Privé, les investisseurs que nous sommes, peuvent faire en sorte que les pays desquels nous compétitifs sur le plan numérique comme un facteur qui accompagne tout ce qui est infrastructure physique. Les deux ensemble peuvent rendre le pays compétitif au niveau du marché international. Alors, c'était important pour l'État de venir rassurer sur les opportunités qu'offrent aujourd'hui les différents secteurs stratégiques en cours de développement. Et au premier plan, vous avez aujourd'hui les secteurs de transport et de logistique, les secteurs ferroviaires, comme vous connaissez bien, avec le projet emblématique du corridor de Lobito. Donc il était important pour l'État de rassurer sa détermination à accompagner les secteurs privés, à collaborer avec les secteurs privés pour développer les différents projets au-delà du corridor de Lobito, parce qu'on parle souvent du corridor de Lobito, mais on oublie qu'il faut une démarche beaucoup plus holistique. Au-delà de Lobito, il y a des projets connexes qu'il faut développer, et donc il fallait indiquer qu'il existe bien sûr des cadres appropriés, notamment la loi PPP et ses différentes mesures d'application qui offrent un cadre de collaboration approprié et sécurisé, mais aussi l'unité PPP qui joue un rôle de structure technique, d'interlocuteur unique en termes de projet PPP. Et donc ces messages étaient importants et j'ai compris à partir de ces échanges que les secteurs privés avaient bel et bien besoin d'entendre cette voix, de comprendre qu'il y a des réformes qui sont en train d'être faites, mais il y a également une priorisation en cours du côté de l'État, et je pense qu'il rentre rassuré. Moi, je pense que c'est un problème, je pense que d'asymétrie d'information. Ce que j'ai compris, c'est que les opérateurs, et ça c'est un constat qu'on a souvent, ne sont pas souvent informés ou ne fournissent pas assez d'efforts pour s'informer sur des réformes qui sont en cours. Je peux vous dire que c'est des mandats de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Par exemple, la réforme du PPP. Le fait dans un pays de disposer d'un cadre de PPP qui permet une collaboration avec le secteur privé pour développer les projets stratégiques, c'est une avancée majeure. Et le fait qu'on ait aujourd'hui, par exemple, une unité PPP qui assure l'accompagnement constitue encore un atout essentiel. Et donc, vous voyez, donc les secteurs privés devraient en principe s'approprier des réformes qui sont mises en place par le gouvernement. Mais je pense que c'est aussi la responsabilité du gouvernement et des acteurs que nous sommes au niveau étatique de communiquer davantage, d'informer, de vulgariser les différentes réformes. Mais je pense que nous sommes dans la bonne direction. Il y a des choses qui se font, et je pense que le climat des affaires, au regard de l'engagement du gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État, va connaître une transformation fulgurante, parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, avec toutes les opportunités qui arrivent avec les accords stratégiques avec les Américains, il y a des préalables, et notamment l'amélioration du climat des affaires doit être une priorité, et c'est une priorité pour le gouvernement, et nous y travaillons. Nous-mêmes, les PPP, vous avez posé la question,
le processus PPP fait partie aujourd'hui des réformes du PPP, font partie aujourd'hui des réformes du climat des affaires pour mettre en place un cadre attractif, mais aussi attirer les investissements privés pour investir dans les différents projets structurants et stratégiques qui sont identifiés et priorisés par le gouvernement. Ces positions, et il y a une question d'harmonisation entre les deux, et généralement on réussit à travailler ensemble. On a un projet comme l'Obito qui d'investir sur du transport fluvial, sur l'épine dorsale qui est le fleuve Congo, du transport fluvial pour pouvoir desservir des régions comme Kisangani, Guémena et j'en passe. Donc l'objectif ici, c'est de permettre plus d'échanges à l'intérieur du pays. Il faudrait que plus rapidement, quand on est à Mujimaï, qu'on soit capable de manger une pomme de terre qui vienne de Goma. Donc clairement, ça va passer par des investissements, ça va passer par de la collaboration forte entre le secteur privé et l'État. C'est un travail pour tous et c'est ce qui va permettre à la RDC de mieux se développer. Oui, bien sûr, naturellement, vous savez, toutes ces questions dont on est en train de parler aujourd'hui, on a parlé des corridors, on a parlé des traçabilités, ce sont des actions que nous, en tant qu'opérateurs privés, nous ne pouvons pas mener seuls. Donc on est obligé de nous rapprocher de toutes les divisions étatiques qui sont impliquées pour qu'on puisse travailler ensemble. Ce sont des sujets à forte demande d'investissement avec beaucoup d'implications qui dépassent, on va dire, la seule responsabilité du secteur privé. Donc naturellement, on est accompagné dans l'État dans toutes ces démarches. C'est, comme l'a dit les co-modérateurs, nous on a investi dans ce pays. Dans ce panel, nous avons tenu à démontrer que les désenclavements du pays ne doivent pas seulement porter sur les infrastructures physiques. Il faut les faire accompagner des infrastructures numériques et digitales. Et c'est ça qui va rendre tous les corridors compétitifs. Ça permet de faciliter les échanges, de garder la traçabilité et le mouvement du personnel, faire en sorte qu'on puisse dématérialiser les processus, réduire les coûts de logistique et surtout aider le pays à pouvoir opérer dans un contact permanent avec le monde extérieur tout en restant sécurisé. Ce que l'opinion doit retenir, c'est que sans la digitalisation, il n'y a pas de vie. Et ce qu'il faut rechercher, ce n'est pas seulement de la connectivité, mais il faut de la connectivité sécurisée, qui vous permet d'avoir des infrastructures fiables, qui vous permet d'avoir un trafic fluide, une sécurité de tous les échanges, mais surtout savoir héberger vos données dans des environnements protégés et qui sont exempts de toute attaque malveillante. Nous sommes une entreprise panafricaine spécialisée dans les solutions digitales intégrées. Dans ce pays, nous avons des infrastructures de base, de fibres optiques et de VSAT. Nous connectons le pays de l'ouest à l'est, du nord au sud. Nous sommes la société qui a investi massivement dans des réseaux fibres optiques et nous accompagnons les populations et les gouvernements dans tout ce qui est solutions numériques, notamment la connectivité, les clouds, cybersécurité, les data centers, les solutions de paiement et aujourd'hui nous avons rajouté l'industrie de l'intelligence artificielle et nous sommes là pour accompagner aussi bien les privés, l'État et la population entière pour ne pas se déconnecter du monde. Et je veux rajouter en disant que la vision de notre entreprise, c'est de ne laisser personne dans ce pays souffrir pour accéder au numérique. En rapport avec tous les acteurs parties prenantes. Je pense que ça également c'est revenu dans le cadre du panel passé. La question des infrastructures qui occupent au financement en ce qui concerne la transformation locale, notamment dans la filière minière. Je voudrais savoir si au niveau du FPI, il existe des produits spécialisés ou des lignes de crédit spécialisés pour faire face à cette problématique des PME congolaises. Merci. La question de M. Jean-Claude sur le PME engagé dans la filière minière. M. Jean-Claude, je voulais, quand nous terminons ce panel, que nous puissions aller avec vous à notre stand. Vous allez voir que nous sommes en train de financer le PME. Pas qu'il réponde directement aux critères de financement des projets industriels, mais nous appuyons la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance. Nous avons déjà mis quelques projets, on peut le voir à l'autre sens. C'est l'occasion de conclure notre panel sur ces mots.
en disant nous tous nous reconnaissons l'utilité du fait que, la question de la transformation de l'industrialisation pour la RDC, ce n'est plus une option, mais c'est une nécessité stratégique. Je pense que ça c'est revenu dans le cadre de ce panel. Deuxième chose également que nous pouvons retenir dans ce panel, cette industrialisation, transformation nous oblige à aller dans une logique d'écosystème où il y a des déterminants en termes d'infrastructures, d'énergie qu'il faut vraiment mettre en place, ainsi qu'un cadre réglementaire qui permet de donner l'occasion à cette opportunité de se fructuer, mais également la nécessité d'engager tout ce qui est développement des compétences locales, développement territorial, mais également faire en sorte que cette valeur ajoutée s'inscrive dans une logique de chaîne de valeur de manière plus large. Et c'est à ce niveau-là qu'on pourrait réussir tous les enjeux qui sont liés à cette industrialisation-transformation. Donc je voudrais au nom des organisateurs vous remercier de votre disponibilité, remercier également le panel et vos derniers applaudissements et on prend une photo de famille pour clôturer le programme. Merci beaucoup. Le Fonds de promotion de l'industrie, c'est un établissement public en charge du financement de développement industriel en RDC. Le DRC Mining Week a invité le Fonds de promotion de l'industrie à ses assises pour voir comment contribuer sur la question de la priorisation de l'industrialisation avec la transformation locale. Nous avions fait un diagnostic sur le pays. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un déficit important en énergie, mais il faut voir qu'est-ce qui doit être fait pour que la transformation locale soit un bénéfice pour la population congolaise et le pays. C'est ici que nous devrions mentionner le rôle des fonds de promotion de l'industrie. Nous intervenons dans les financements des études qui conduisent à la matérialisation de projets énergétiques. Nous avons déjà travaillé sur un certain nombre de projets que nous avions mentionnés ici. Nous avions parlé des Bendera sur lesquels on travaille, la centrale photovoltaïque de Chipuka dans les Kasaï. Et là, la direction générale travaille sur la structuration de la centrale photovoltaïque de Mbombo, des concerts avec Nancer. Mais la question la plus importante, c'est d'arriver à assurer une coalition financière au niveau du pays avec les banques commerciales et au niveau de la région avec les autres institutions de financement de développement pour arriver à lever suffisamment de fonds et adresser cette question et arriver à établir une production énergétique qui doit soutenir l'implémentation de projets industriels qui puissent permettre à avoir les retombées sur le local content, comme on le dit. Ça, c'est notre contribution que nous avions développée lors de ces panels. Merci beaucoup. À mon avis, l'opinion peut retenir que ce panel de haut niveau a marqué son intérêt sur la question de l'industrialisation et de la transformation au niveau de la République démocratique du Congo pour toutes les ressources naturelles, y compris les minéraux stratégiques. Et durant nos échanges au niveau du panel, nous nous sommes convaincus que cet enjeu de transformation n'est plus une option pour la RDC, mais c'est une nécessité stratégique. C'est-à-dire que c'est un enjeu extrêmement important qu'il faut prendre correctement en charge si nous voulons que les questions d'énergie, les questions d'infrastructure, mais également les questions de développement des compétences et d'emploi décent pour les jeunes et les femmes soient réglées grâce à ces potentialités. Il faut aller vers cette transformation et cette industrialisation. En tout cas, c'est un moment extrêmement important, cette édition de DRC Mining Week, qui s'inscrit dans la logique de la continuité, de pouvoir fédérer toutes les énergies et les possibilités autour des réflexions stratégiques pour voir comment tous ces acteurs qui interviennent au niveau de la RDC, de par le monde également, puissent apporter davantage de la valeur ajoutée. Et je pense que c'est tout à l'honneur des organisateurs du DRC Mining Week. Je pense que c'est un événement qui mérite davantage d'être soutenu, d'être accompagné, d'être promu. À travers cet événement, beaucoup de partenariats se définissent, mais également beaucoup de pistes sont élaborées et qui demain peuvent valoir du succès pour tout ce qui touche à la création d'emplois, à la question de l'insertion, à la question de la formation, à la question des développements des talents locaux. Et pour nous, la coopération belge, c'est cet enjeu-là qui nous semble extrêmement important à suivre et à accompagner dans les différentes provinces dans lesquelles nous intervenons.
Ce que je peux dire, c'est aujourd'hui, de ce panel aujourd'hui, ce qui en tout cas ressort de ces discussions que nous avons eues aujourd'hui, c'est que l'exploration est très importante. C'est d'ailleurs en fait un des thèmes qui devrait être mis sur l'agenda le premier jour de cette DRC Mining Week. Parce que pour arriver à la production, il faut commencer par la géologie, il faut commencer par l'exploration. Donc, nous avons noté qu'il n'y a pas assez d'investissement en exploration dans notre pays. Le pays est très peu exploré. Aujourd'hui, on parle de 15-20% seulement de la superficie du pays qui est explorée. Et donc, il faut beaucoup d'efforts, énormément d'efforts pour que nous puissions attirer des investissements dans ce secteur-là. Parce que les mines qui sont en production aujourd'hui, les réserves en fait diminuent. Et nous avons besoin en fait de continuer à produire. Et donc, pour que nous puissions avoir ces mines de demain, continuer à produire du cuivre, continuer à produire du lithium, du cobalt et autres, il faut investir dans l'exploration, arriver à des découvertes, des gisements qui soient économiquement exploitables. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis en place un programme stratégique d'exploration pour pouvoir améliorer la connaissance du sous-sol congolais. Et ce programme couvre certaines régions de la RDC, en commençant par le Grand Katanga, en passant par le Grand Kasaï, le Kwango et le Congo central. Au-delà de tout ça, il y a aussi des zones de recherche géologique qui sont des zones qui sont propres, qui appartiennent au gouvernement, les domaines de recherche, pour que le gouvernement puisse améliorer la connaissance géologique. Dans ces zones de recherche géologique, vous allez constater sur le portail du CAMI, ils sont en bleu. Ce sont des zones où le gouvernement investit assez de moyens pour améliorer la connaissance géologique du territoire national. Le contrat a été signé avec des objectifs. Si le premier contrat n'avait pas abouti, il y a eu certaines contraintes liées à l'application de ce projet. C'est ainsi que le gouvernement, compte tenu aussi de l'expérience que Excalibur a, le gouvernement a jugé bon de pouvoir refaire le contrat avec Excalibur, avec un autre scope de travail, c'est-à-dire avec un autre programme qui est différent du premier programme. Le premier programme avait été fait, nous avons obtenu des résultats, ce qui va permettre d'ailleurs que nous puissions faire des travaux au sol dans le projet Katanga 1A, qui est la continuité de suite aux données géophysiques qui avaient été faites par le gouvernement Excalibur à l'époque dans le premier projet. Il faut noter que c'est un projet de recherche. Et selon les données que nous aurons, cela va devoir permettre à ce que nous puissions continuer avec la recherche. La recherche, en fait, c'est pas une question de 2-3 jours. La recherche continue. Même si on découvre de nouveaux gisements, nous allons devoir continuer toujours avec la recherche pour assurer les générations futures. Je peux vous dire que j'étais très honorée lorsque j'ai été nommée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était un grand honneur parce que c'est un service qui est extrêmement technique et on n'aurait pas, même à la tête du conseil d'administration, c'est pas évident qu'on puisse nommer une femme. Mais nous savons que le président Tshisekedi est un champion de la masculinité positive et donc c'est pas normal, mais c'est quelque chose qui aurait pu se faire. Et puis dans ce conseil, au sein de ce conseil, nous avons pu voir, en collaboration avec la direction générale, on a pu améliorer justement la situation du service géologique et aussi véritablement nous lancer dans cette mission qui est celle du service géologique, de pouvoir améliorer la connaissance du sous-sol de notre pays. Et puis ça a été à cette occasion, on a pu voir l'application et la participation de Women in Mining, qui est une organisation dont j'ai été la marraine lorsque j'étais directeur de cabinet adjoint du chef de l'État.
et on avait pu lancer donc cette plateforme et je vois comment ça a pu grandir et leur implication au niveau de ce grand forum. Au service géologique, nous avons des dirigeants qui sont très genrés et qui n'ont pas peur d'être dirigés par des femmes. Oui, je peux juste renchérir sur ce que le directeur général a dit, c'est-à-dire que le gouvernement a pris ça à cœur. Il y a un programme, il y a une planification qui se fait pour justement répondre à ces problèmes-là. On nous a lancé officiellement dans le cadre de la DRC Mining Week. Et nous sommes très fiers de voir que la masculinité positive du chef de l'État est en train de positionner les femmes dans le secteur minier, qui est un secteur qui était essentiellement masculin. Vous savez qu'ici, dans cette région, par exemple, de la Copper Belt, il y a des chefs traditionnels, quand nous arrivons sur les sites, ils disent « ici, les femmes n'accèdent pas ». Mais nous avons vu quand même qu'il y a des femmes géologues qui ont fait même la découverte, par exemple, du grand gisement des Kamoa. Il y a des femmes géologues qui se sont impliquées, donc elles sont dans les mines et nous saluons la nomination de Madame qui était en ce moment-là la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, qui aujourd'hui est positionnée comme PCA. C'est notre cri de cœur, que nous puissions avoir des femmes dans des positions de décision parce qu'en ce moment-là, elles contribuent à l'amélioration de la gouvernance du secteur minier. Qui favorablement approuvé, je pense que ça devrait être promulgué dans les prochains jours et je pense qu'une fois que c'est promulgué, il y a un travail technique derrière pour justement arriver à des lois qui vont permettre aujourd'hui à des institutions, à des investisseurs locaux, à commencer à regarder d'autres classes d'assets. Donc nous sommes en pourparlers aujourd'hui avec des partenaires techniques, même au sein du ministère de Finances, pour voir justement comment faire de cela une réalité. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez des autres pays comme le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, pour ne citer que ceux-là, la majorité de fonds de pension aujourd'hui investissent dans d'autres classes d'actifs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ne soyez pas surpris de voir que les dessertes en énergie, le même d'autres types de projets sont financés à grande échelle très rapidement dans ce pays. Parce qu'ils n'attendent pas que forcément que les banques d'investissement internationales puissent venir. Donc c'est déjà une réalité, donc nous ne sommes pas en train de parler des projets qui ne sont que projets, c'est déjà une réalité dans beaucoup de pays où nous travaillons. Et aujourd'hui on veut faire de cela une réalité en RDC également. Ok, merci. Une question aussi pour M. Higo. M. Higo, comment repenser la collaboration entre les secteurs miniers et les dollars qui sont domiciliés ici en Afrique auprès de nos fonds de pension, nos fonds d'assurance. En RDC on parlerait ici principalement peut-être de la CNSS et de la CNSA, pour ne citer que les deux. Comment aujourd'hui, nous, en tant que pays, on arrive à mobiliser ces capitaux pour justement financer, nous sommes très regardants sur la RDC, pour mettre en place des fonds d'impact qui vont permettre de mobiliser ces capitaux institutionnels auprès de ce que nous considérons investisseurs locaux pour arriver à financer l'économie locale. Alors, le modèle, M. Éric Monga en a fait référence tout à l'heure, la partie IPPs, où nous avons, aujourd'hui le secteur de l'énergie a été libéralisé depuis 2014, donc nous avons plusieurs acteurs du secteur privé qui sont entrés en danse pour un peu concurrencer la SNEL, et aujourd'hui nous avons vu le shift dans la desserte énergétique, même auprès du secteur minier. Et c'est un modèle que nous regardons de plus en plus. Aujourd'hui, dans les fonds que nous sommes en train de mettre en place, les pipelines de projets que nous avons, c'est aujourd'hui les IPPs qui sont dans nos marchés domestiques. Et tous nous disent, écoute, nous avons besoin de la dette long terme à des coûts acceptables pour faire avancer nos projets. Nous n'avons pas forcément besoin d'attendre que le projet soit structuré bancaire pour aller auprès des banques. Mais même au début de la chaîne, quand nous sommes en phase de développement, nous avons besoin de ces capitaux. Et comment vous pouvez nous aider à lever ces capitaux dans nos marchés locaux? C'est une problématique sur laquelle nous travaillons de plus en plus en tant qu'institution. Donc, pour répondre à votre question et corroborer avec les autres co-panélistes, il n'y a pas un problème de capitaux en Afrique. Nous avons les capitaux en Afrique. Je pense que le réel problème, c'est comment est-ce qu'on structure des mécanismes pour pouvoir relier le besoin énergétique auquel a fait monsieur le ministre, a fait référence monsieur le ministre actuellement, et les porteurs de capitaux domestiques dans notre continent. Donc pour finir, je dirais, nous sommes dans une ère où l'Afrique devrait financer l'Afrique. C'est de ça que nous parlons dans tous les panels auxquels nous prenons part. Nous devons arrêter de toujours un peu regarder toujours l'extérieur. Nous avons nos capitaux en interne, structurons des mécanismes, levons ces dettes en interne. Il y a des capitaux, c'est vrai, je ne demande pas qu'on arrête de faire des grands trésors, parce que le gouvernement va m'en vouloir après ça. Il faut continuer à le faire. Mais je pense qu'il faudrait de plus en plus financer les marchés locaux
discuter avec les investisseurs institutionnels, c'est des échanges en cours. Je pense que M. le ministre de Finances est à point sur le sujet. Le gouvernement de la Banque centrale travaille d'arrache-pied sur ces sujets pour que les réformes puissent être mises en place. Et pour que les sujets qui ont été abordés ont mis comme centre d'intérêt le potentiel géologique de la RDC. Nous n'avons pas regardé que le potentiel géologique, mais nous avons parlé des solutions pour emmener ce potentiel vers une croissance véritable du secteur minier. Nous avons parlé des défis, nous avons parlé des solutions, et nous avons parlé également de collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Un des éléments essentiels qui est ressorti de ces échanges est qu'il y a un manque criant de données. Et nous avons apprécié d'avoir dans le panel M. Médard, qui est le directeur général d'Excalibur, qui a fait mention du contrat entre le gouvernement de la RDC et Excalibur, qui tend à apporter une vision un peu plus claire et un mapping sur la partie géologique. Nous avons eu également les acteurs du secteur privé, notamment la société américaine Cobalt, qui est dans l'exploration et l'exploitation de minéraux critiques en RDC, notamment dans le Manono, qui a également partagé ses perspectives sur les opportunités de croissance dans ce secteur et également les défis auxquels ils font face. Nous avons également eu dans le panel le directeur général du Centre national des géologies, qui a partagé le plan national de la RDC et la vision à moyen et long terme. Pour résumer, je dirais que la RDC est sur une très bonne trajectoire par rapport aux contrats en cours, par rapport aux partenaires privés déjà qui sont là, et également par rapport à la perspective d'investissement qu'il y a dans ce secteur. Nous discutons régulièrement avec un certain nombre d'investisseurs qui veulent venir en RDC pour investir dans le secteur et adresser ce problème des géologies et la partie accès à la donnée, la partie gouvernance et transparence serait un levier important pour attirer tous ces investisseurs qui veulent venir en RDC. Ouais, ça c'est Africode est une société de construction et de promotion immobilière. Alors, nous proposons des appartements, de villas, de bureaux. Donc, là, dans notre stand, cette année, on voulait vraiment montrer ce qu'on fait. Comme vous pouvez le voir, là, on a fait un salon et la cuisine. Et il y a une salle de bain et les chambres. En fait, là, c'est juste pour montrer vraiment la qualité de notre travail, les détails qu'on met dans chacun de nos projets avec le matériel avec lequel on utilise. Généralement, pour des projets qui sont en cours, le client paye entre 20 à 30% et le reste d'une manière échelonnée. Et pour le reste, je vous invite dans nos bureaux. On a des bureaux à Kinshasa et puis ici à Lubumbashi. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, passez au bureau. Nous sommes là pour vous accueillir. Nous, Safricode, nous sommes le leader incontestable de la construction immobilière et du développement immobilier. Nous développons des projets immobiliers et nous sommes ravis d'être ici pour la deuxième année consécutive en tant que sponsor Diamant. Nous contribuons au développement urbain à Kinshasa et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo pour offrir un bien immobilier, rendre l'acquisition immobilière accessible à toute la population. Nous avons des projets de haut de gamme à des prix compétitifs et nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui sur notre stand qui est à l'unanimité jugé par la plupart des visiteurs comme étant le plus beau stand et ça nous réconforte. Et ça nous motive pour faire encore mieux pour les années prochaines. Donc soyez les bienvenus et nous sommes heureux de vous accueillir ici. Nous avons des biens immobiliers accessibles à tous les budgets et nous contribuons avec les institutions financières, les banques, pour booster les crédits immobiliers. Comme ça, on est capable d'acheter un bien immobilier moyennant un premier apport à partir de 10 000 $ et échelonner le prix restant sur des mensualités allant jusqu'à 10 ans. Dans cette chaîne, donc l'emploi et les politiques d'insertion professionnelle, le développement des compétences, nous avons les pratiques des recrutements et les besoins réels des entreprises. Ensemble, nous allons essayer de répondre à une question simple. Comment créer davantage d'opportunités
pour les jeunes Congolais dans les secteurs miniers et comment construire des passerelles durables entre formation, emploi et entrepreneuriat. Je vais commencer par demander à chacun de nos panélistes, je vais les inviter un après l'autre pour qu'ils puissent en tout cas venir et prendre place. Nous allons commencer par M. Fanon Béa, qui est directeur général de l'Office national de l'emploi. M. Fanon. Ensuite, nous avons M. Patrick Gago, fondateur et expert Olive People, basé en Belgique. M. Patrick, sous vos acclamations. Enfin, nous avons M. Joël Mokamba, directeur provincial INPP au Katanga. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a une personne très populaire dans la salle. Et ce qui est très bien. Voilà. Donc, en 1 minute, est-ce que je peux juste. Je pense que les micros, ça fonctionne déjà. Donc, en 1 minute, pourriez-vous vous présenter et expliquer votre rôle dans l'écosystème de l'emploi, de la formation et du recrutement dans les secteurs miniers. On peut peut-être commencer par monsieur. J'aimerais bien commencer par monsieur Patrick. Et puis nous allons revenir jusqu'à la première personne. Celle d'assurer la qualification professionnelle de la population active et matérialisée par l'École du travail qui astreint à l'article 8, qui astreint tout employeur à former son personnel. Et si l'employeur n'a pas l'expertise, la loi peut recourir à l'INPP qui dispose de moyens sur toute l'étendue du territoire national. C'est donc dans ces cadres-là que nous accompagnons les entreprises d'une manière générale et les entreprises minières en particulier dans le cadre de développement des compétences par des formations continues mais aussi par des formations qualifiantes dans le cadre de la reconversion professionnelle. Je vais commencer par le panel qui vient de tous de bien vouloir revenir. Vous avez l'espace pour continuer. Je suis professeur d'université en Belgique et en même temps je suis professeur ici à l'UNILO en Polytechnique. Voilà, j'ai amené des jeunes parce que ce panel m'intéressait. J'ai dû demander ces jeunes étudiants qui ont bien voulu les accepter. Ils étaient 5 dans la salle parce que pour moi il y a une déception que l'on parle des jeunes Congolais ici. On est à Lubumbashi. On a parlé beaucoup de l'université, mais les organisateurs n'ont fait aucun effort vers l'université et vers les jeunes. Donc ces jeunes-là, c'est moi qui les ai amenés en insistant ici. Et l'université n'était pas invitée officiellement. C'est pour ça que je voulais prendre la parole. Maintenant, pour l'événement en général, je pense que certains l'ont dit avant moi. On fait beaucoup de discours sur. On pense que les solutions vont venir des lois, des arrêtés, des décrets. Mais des lois, on en fait depuis très longtemps, mais les plans sont toujours là. Et concrètement, donnez-nous la possibilité, s'il vous plaît, d'appuyer la salle. Donnez-nous la possibilité, s'il vous plaît, d'appuyer la salle, d'apprêter la salle. Incitatives nous n'avons que 25 minutes envers pour les le faire. jeunes, envers la population et qui montrent que nous avançons vraiment. Ça, c'est mon avis général. Et donc, la RDC est exceptionnelle, mais c'est aussi que la RDC n'est pas unique. Et donc, n'étant pas unique, mais étant exceptionnelle, elle voudrait mettre beaucoup plus de son côté pour que les investissements viennent vers la RDC. Non seulement dans la province, aujourd'hui, on va dire, dans la ceinture du Congo-Baltifère, mais aussi pour l'exploitation des autres métaux dont regorge notre carte métallurgique. Et au-delà de ça, ça reste aujourd'hui des enjeux liés
à la responsabilité sociétale des entreprises. Plusieurs ici ont déjà démontré leur capacité à pouvoir interagir avec une communauté impactée par les opérations et on produit aujourd'hui des modèles qui montrent que voilà, les communautés locales, au travers des leviers que la RDC a mis en place, la dot, les cahiers des charges, la référence, font avancer. Il y a des entreprises qui soutiennent l'entrepreneuriat local au travers du soutien en termes des modèles de la sous-traitance, même si je n'aime pas trop cette expression, mais en termes de soutenir les opérateurs congolais ou aux capitaux congolais qui se missionnent pour faire des affaires. Voilà un peu d'une manière résumée ce qu'il y a. Mais le paradigme change, c'est la transformation locale. Après qu'on ait connaissance de ce que l'on a comme dotation, construction des compétences, j'insiste beaucoup, sans compétences, sans connaissance, on demeure dans le potentiel. Et au-delà de ça, les questions de la gouvernance, de la traçabilité, de la célérité dans les traitements de dossiers, de la responsabilité, tout cela a été prévu et doit être couronné dans tout ce qui est fait. Donc, j'ai participé à un panel ici à DRC Mining Week sur la question finalement de l'intégration de la diaspora, mais aussi des entrepreneurs dans les chaînes de valeur minières. Comment est-ce que ces jeunes entrepreneurs peuvent travailler avec les grandes entreprises? Alors ma réponse à cette question très large, elle est que les entrepreneurs, il y a définitivement, je confirme, il y a de la place pour les jeunes entrepreneurs dans les chaînes de valeur parce que les grandes entreprises ne veulent pas faire tout toutes seules. Donc, comme les chaînes de valeur sont fragmentées, il y a de la place, elles sont volontaires pour travailler avec les jeunes entrepreneurs. Encore faut-il pour les jeunes entrepreneurs d'abord d'être formalisés, être formellement en activité, et ensuite fournir des garanties qui ne sont pas nécessairement des garanties formelles, financières, mais en tout cas démontrer une solidité, un sérieux dans les affaires qui peut contribuer à créer la confiance avec les grandes entreprises. Au final, c'est une question de confiance. C'est une question de bâtir une relation de confiance avec des entreprises majeures. Et donc, il faut approcher les grandes entreprises et les entrepreneurs avec un historique, avec un sérieux, avec une vitrine, avec des idées. Et c'est comme ça que va commencer le processus de collaboration avec les grandes entreprises. On ne va pas comparer des pommes et des pois parce que c'est très diversifié à travers le monde. Ce que je constate, c'est que beaucoup de pays sont allés dans une direction de simplifier l'accès à l'entrepreneuriat pour les jeunes. Et donc, je crois que c'est une démarche qui est en train de prendre aussi la RDC. Peut-être ce qu'il faut, c'est accélérer cette simplification pour que les jeunes d'abord aient la meilleure perception possible d'une activité entrepreneuriale et ensuite puissent se sentir en confiance que pour pouvoir tout de suite finalement formaliser leurs entreprises et se lancer sur le marché. Merci encore Henri, merci de t'être déplacé pour être avec nous. Merci beaucoup pour ta disponibilité et merci pour cette séance de clôture que je te demande de faire. Merci infiniment Audrey, mesdames et messieurs, c'est un bonheur de vous retrouver pour cette dernière ligne droite que nous allons tenter de franchir ensemble avec enthousiasme bien évidemment. L'occasion pour moi d'abord de saluer la présence parmi nous de celui qui aura le redoutable privilège de représenter son Excellence Monsieur le Gouverneur de province en sa qualité de ministre du Budget. Merci d'accueillir son Excellence Monsieur Jean de Dieu Moulenda, ministre du Budget de la province du Haut-Katanga. Il n'est pas seul puisqu'il va faire son entrée. Merci de l'accueillir. Merci de bien vouloir vous lever s'il vous plaît pour accueillir le représentant de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur Jean de Dieu Moulenda, ministre du Budget, avec à ses côtés Monsieur Kassongo Kin Nassor, président
de la Chambre des mines de la FEC. Merci infiniment. Président de la Chambre des mines de la FEC, Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, nous y sommes parvenus. C'est vrai que en nous réunissant déjà à partir du 16 et en nous retrouvant à cet instant précis pour la fin de cette magnifique semaine. On fait de cette rencontre un véritable espace d'échange, de dialogue et de réflexion au service du développement de notre industrie minière. Votre présence et la qualité de vos contributions témoignent. Merci infiniment, Monsieur le Président de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo. Merci d'avoir rappelé les fondamentaux, mais surtout d'avoir rappelé la volonté exprimée de la Chambre des mines, mais également de la FEC, et au-delà, bien évidemment, de cette importante décision, nécessité, engagement de Dieu Moulenda, ministre du Budget, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Madame la consul générale de l'Afrique du Sud, Monsieur le consul général de la Zambie, Monsieur le consul général, durant 3 jours, nous avons participé à cet événement du DRC Mining Week en sa 21e édition. J'ai observé, comme la plupart d'entre vous, un engagement intense qui a préfiguré le succès de l'événement, succès que nous célébrons aujourd'hui. Permettez-moi de saluer avec honneur la participation des représentants du gouvernement central, des ambassadeurs, des consuls, des envoyés spéciaux de plusieurs pays, des chefs d'entreprise, des opérateurs miniers, des hommes d'affaires tant nationaux qu'internationaux, ainsi que différents experts dans leurs domaines respectifs. Je me réjouis par ailleurs de la densité des visites au stand des expositions. Cela témoigne de l'intérêt général toujours de plus en plus croissant que suscite l'organisation du DRC Mining Week à Lubumbashi. Les chiffres publiés à cet effet par l'organisateur de l'événement l'attestent indiscutablement. Distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, au cours de ces assises, plusieurs panels ont été organisés avec différentes thématiques, considérant la République démocratique du Congo comme une plaque tournante dans cette transition énergétique et dans la technologie de pointe. Étant donné qu'elle offre toute la gamme de minéraux utiles tels que du cuivre, du cobalt, du lithium, du coltan, j'ose croire que des échanges sérieux ont eu lieu pour faire des propositions concrètes en vue d'un développement intégral de notre pays. La République démocratique du Congo entend jouer son rôle en vue de promouvoir un écosystème minier plus transparent, plus résilient, plus attractif aux investisseurs, mais aussi bénéfique pour elle-même. Il ne fait nul doute que si le secteur minier offre aux investisseurs la possibilité de développer des grands projets miniers, il s'avère qu'aujourd'hui, il paraît comme une source de conflits alimentés par des puissances occultes pour déstabiliser la République démocratique du Congo et bloquer son émergence.
Voilà pourquoi j'invite les uns et les autres à soutenir les efforts que déploie son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de la République pour mettre fin à la guerre d'agression qui a duré plus de 3 décennies. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, il convient de relever ici que DRC Mining Week est véritablement un carrefour mettant en présence des acteurs opérant dans divers secteurs connexes aux mines, lesquels sont cependant vitaux pour l'industrie minière qui constitue le secteur principal. Voilà pourquoi, à cet événement, les banquiers étaient présents, les fournisseurs de biens et services également y étaient présents pour exposer leurs produits ainsi que des nouvelles technologies qui intéresseraient les opérateurs miniers. Mesdames et Messieurs, DRC Mining Week joue un rôle catalyseur pour le développement de l'industrie minière. De même que l'économie locale et régionale, sa contribution est le résultat de la mise en œuvre par le gouvernement central de la vision du président de la République et chef de l'État, envers qui j'exprime mes hommages les plus déférents. Enfin, à tout seigneur, tout honneur, je tiens à exprimer mes vives félicitations à VUCA Group pour l'organisation réussie de cette 21e édition. Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, Messieurs le Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Messieurs les gouverneurs de la province du Haut-Katanga, ici représentés par le ministre provincial de Chine, chers organisateurs, chers partenaires et distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de prendre la parole ce jour au terme des échanges intenses, des réflexions approfondies et des rencontres fructueuses qui ont eu lieu à l'occasion des assises de la 21e édition de la DRC Mining Week édition 2026, qui se sont tenues ici à Lubumbashi du 17 au 19 juin 2026. Permettez-moi, avant tout, de réitérer très respectueusement mes hommages les plus déférents à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dont la vision continue d'orienter les réformes de notre secteur minier vers davantage de bonne gouvernance, de création de richesses, de valeur ajoutée, gage du développement durable de notre pays. J'exprime également ma gratitude à l'endroit de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, chef du gouvernement, dont les orientations stratégiques et le leadership concourent à la matérialisation de la vision sectorielle portée par le président de la République. Je remercie et félicite les organisateurs, les partenaires, ainsi que tous les participants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour l'aboutissement heureux de ces assises. Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, cette 21e édition de la DRC Mining Week, axée sur le thème transition de la République démocratique du Congo, d'acteur local à la plaque tournante mondiale pour les minéraux critiques, a suscité des débats riches et constructifs. Les échanges ont démontré que la République démocratique du Congo
dispose non seulement d'un potentiel minéral exceptionnel, mais également des atouts nécessaires pour jouer un rôle central dans les chaînes de valeur mondiale de transition énergétique. La qualité des exposés et des préoccupations soulevées lors des échanges dans les différents panels et sessions démontrent à suffisance l'intérêt que chacun des acteurs attache au développement du secteur minier de la République démocratique du Congo. Ces réflexions ont tourné essentiellement sur les défis réels qui entravent le développement du secteur minier, l'approvisionnement responsable en minéraux essentiels ainsi que le positionnement de la RDC comme un acteur majeur dans la transition locale des services minéraux. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que les recommandations ici de ce forum, 3 jours, renforceront davantage les initiatives déjà entreprises en vue du développement du secteur minier de notre pays, pour lui permettre d'assumer son rôle d'accélérateur de l'économie nationale en boostant les autres secteurs, notamment l'énergie, l'infrastructure, les banques, le transport ainsi que les télécommunications. Je lance donc un appel à tous nos partenaires du secteur et toutes les parties prenantes d'accompagner chacun, ce qui le concerne, le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de ces recommandations. En vous remerciant une fois de plus pour la qualité de vos interventions et du temps que vous avez généreusement consacré à la réussite de ce forum, je souhaite à chacun un bon retour chez soi. Ainsi, au nom de son Excellence, M. le ministre des Mines, empêché, je déclare close la 21e pétition de TSMA et souhaite vous revoir nombreux l'année prochaine lors de la 22e édition en Sénat. Que vive la province du Haut-Katanga, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'était la voix de la femme des mines, Kawim Diassi, qui a parlé pour plaider la cause des femmes, des jeunes et des communautés autochtones dans le corridor de Lobito. Et en commençant d'abord par relever les défis de leur représentativité dans toutes les structures de gestion du secteur minier et ensuite pour chuter sur le corridor de Lobito, là où nous avons demandé qu'il y ait quand même une étude de base qui soit faite afin que la communauté puisse être identifiée, être impliquée et aussi impliquée dans le projet du corridor de Lobito parce que les communautés en parlent, les partenaires techniques et financiers en parlent, les partenaires étrangers en parlent. Mais en RDC, nous n'avons pas eu beaucoup de forums là où nous avons pu parler du corridor de Lobito. Alors, notre plaidoyer, c'est que les femmes soient impliquées, les jeunes soient impliqués parce que les jeunes aussi ne sont pas tellement impliqués. Il y a trop de conditions à leur participation au développement du secteur minier. Alors, nous plaidons pour que la WIM-RDC puisse accompagner tous les partenaires dans le corridor de Lobito pour qu'il y ait inclusivité. Quand on parle d'inclusion, c'est pas seulement l'inclusion là avec un greenwash, une représentativité de façade, mais nous voulons vraiment une inclusivité qui soit performante et une transition qui soit juste pour toutes les communautés. Oui, nous avons parlé de tout ce qu'en font les investisseurs miniers. Nous avons vu qu'il y a des cahiers de charges qui sont signés, mais l'implication des femmes, des communautés qui sont réellement impactées n'est pas évidente. Parce que nous avons vu, il y a un flux migratoire très important vers les zones minières. Bien sûr, les populations doivent affluer pour chercher les opportunités d'affaires. Mais alors, les communautés qui sont réellement impactées, qui vont laisser rester avec des trous après l'exploitation, qu'est-ce qu'elles vont bénéficier? Il faudrait que les miniers puissent aussi voir comment
par exemple, réhabiliter les sites miniers qui ont été dégradés pour que ces terres rurales, là, surtout l'exploitation minière qui se fait dans les milieux ruraux, que ces terres rurales soient remises encore aux mains des communautés locales afin qu'ils puissent les rentabiliser pour leur économie. Nous avons besoin que l'industrie minière puisse améliorer ses pratiques de protection de l'environnement. Il y a des modèles qui ont existé dans la RDC d'une politique environnementale exemplaire. Là où on a minimisé, il y a des plans d'atténuation de tous les impacts qui se font dans l'environnement. Parce qu'il y a la pollution de l'air qui produit vraiment des effets néfastes dans les communautés, des maladies pulmonaires, il y a les rayonnements, les minerais radioactifs, parce que nous savons bien que les minerais, la copper belt, qui a le cuivre et le cobalt, il y a aussi des traces d'uranium, il y a des traces d'amiante. Il faudrait que les entreprises minières ou bien l'exploitation minière artisanale puissent doter de tous les exploitants, de tous les employés avec les équipements de protection individuelle pour éviter que nous ayons des conséquences comme nous les voyons dans les hôpitaux actuellement. Il y a un taux très élevé des enfants qui naissent, des monstres qui naissent. Et ça c'est un impact que nous devons réellement mitiguer. Et quand on a fait une enquête sur ces malformés, la plupart de ces femmes qui ont donné naissance à des monstres, leurs maris transportent des minerais. Transportés sur des motos, des minerais, donc ils sont exposés. Maintenant, nous disons ceci, si les transporteurs sont exposés à ce point, et ceux-là qui exploitent sans équipement de protection individuelle, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc, dans 5 ans, nous risquons d'avoir une population jeune qui sera malade, vulnérable, qui ne sera plus rentable. Et nous devons protéger notre jeunesse, puisque la plupart de ces jeunes qui sont dans l'exploitation artisanale non protégée, c'est pour la plupart du temps, ce sont des jeunes. Nous ne pouvons pas dire cela. Nous savons que le secteur minier a contribué énormément pour l'amélioration des conditions de vie. Parce que nous avons vu des écoles être construites, nous avons vu les centres de santé et nous avons vu l'accompagnement des populations dans les projets agropastoraux. Ça, ce sont vraiment, c'est un bilan positif de ce côté-là. Mais lorsque nous regardons, par exemple, au cahier des charges, nous avons des rapports qui étalent qu'il n'y a que 12% de réalisations par rapport au cahier des charges de la première édition. Nous avons besoin que les entreprises minières puissent réellement accomplir leurs devoirs en respectant les accords communautaires qu'ils ont signés avec les populations. Nous avons le 0,3%. Il n'y a pas de transparence sur la gestion des 0,3% et nous avons besoin que sur le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises, bien sûr, il n'y a pas que cet engagement sociétal, mais il y a aussi beaucoup d'autres questions comme la loyauté de pratiques. Nous avons besoin que les pratiques dans l'exploitation minière puissent être améliorées en luttant notamment contre la corruption, les flux financiers illicites, contre les trafics d'influence. Nous avons besoin vraiment de la bonne gouvernance dans le secteur minier pour que ce secteur minier soit bénéfique à tous les Congolais. Nous plaidons pour une justice distributive. Dieu Moulenda, ministre du Budget, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Je vais d'abord arriver à souligner, féliciter et remercier la qualité de DRC Mining Week. Cette année-ci, particulièrement l'édition 2026, vient confirmer l'importance de la RDC dans l'économie nationale au niveau de ses apports en tant qu'apporteur des ressources extrêmement rares et utiles pour le développement de notre économie mondiale. Le FOMIL, à travers sa mission principale, c'est le Fonds minier pour les générations futures, est appelé à jouer un grand rôle important. Donc, le FOMIL a la legacy de notre République entre ses mains. Donc, les ressources naturelles que nous avons aujourd'hui sont appelées à se terrir d'un moment à un autre. Alors, il est grand temps pour nous d'arriver à se mettre au travail pour préparer l'après-mine, donc nos ressources les plus importantes.
Donc, et c'est à travers justement les différentes stratégies qui pourraient être mises en place qu'on pourrait se reposer et compter sur le FOMIN pour nous mettre dans les rails et avoir notre avenir rassuré. Là, c'est un problème beaucoup plus complexe. Hein. C'est un problème qui est entier. Tous les acteurs politiques et économiques doivent arriver à prendre conscience non seulement de l'exploitation, mais d'une exploitation, je dirais en quelque sorte verte, de manière à ce que on puisse arriver à préserver tout l'environnement qu'il y a autour des mines. Donc, le FOMIN, dans toutes ces stratégies-là, son importance, c'est d'arriver à lancer des pistes de réflexion et puis à s'investir pour arriver à créer une diversification au niveau de notre économie, pour arriver à s'assurer que la pré-mine ou l'exploitation qui arrive à se faire se passe de manière conviviale. Donc, on accompagne justement tous les projets qui tournent et qui favorisent ce éco-environnement clean. Merci. Voilà, c'est ça pour le problème de l'environnement. Merci encore. MMG, merci Fonaré pour ce matin. Écoutez, c'est d'abord effectivement une expérience, 22 ans que DRC Mining travaille. Expo Béton, c'est la 12e année. Et nous échangeons beaucoup parce que nous sommes en collaboration aussi avec DRC Mining et avec ambition aussi de faire de la coproduction de nos événements. Et là où ça se touche, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt justement sur les mines. Et nous, c'est sur l'habitat, mais l'habitat, les deux se touchent parce que autour des mines, il faut une vie décente, il faut des cités. Et ça, c'est tout le combat que nous avons. C'est après le plan d'aménagement qui est aujourd'hui réglé par une loi, c'est que tous les miniers commencent à faire leur plan d'aménagement et qu'ils soient identifiés et dédiés des espaces qui vont servir à construire des cités urbanisées. Et puis, bon, les questions de mobilité, des infrastructures, ce sont des questions sur lesquelles nous revenons. Mais nous avons vu tout l'intérêt, c'est vraiment l'espace où les entreprises se rencontrent et puis échangent et ont des rendez-vous beaucoup plus facilement et sont préparés, c'est B2B et cela est très utile. Il faut, dans tous les pays, on voit parfois, nous sortons, nous allons, c'est vrai qu'il faut attirer. Mais aujourd'hui, le Congo, je pense qu'on a atteint, et cela c'est un grand travail que son Excellence, Monsieur le Président de la République a fait, c'est de ramener la RDC sur l'échiquier international où on est écouté, où on est connu, où on est respecté et que cela serve des espaces comme ça. Plutôt nos ambassades doivent aider à ce que les entreprises extérieures viennent, pas toujours nous pour aller. Vous savez, pour celui qui veut venir vraiment investir au Congo, il vient voir. Il ne faut pas nécessairement aller les chercher. Et donc, un travail qui doit être fait. Et des structures comme DRC Mining, Expo Béton, Makutano sont des structures qui aujourd'hui vendent l'image de la RDC et méritent toute leur considération. Monsieur Henri, un mot, vous venez de finir ces moments si intenses. Oui, 21e édition de la Mining Week. Ouais. Un moment important. L'acteur local à plaque tournante de la transition énergétique, la RDC a changé de statut. Et ce que nous avons essayé de démontrer durant ces 3 jours. On fixe rendez-vous l'an prochain pour la 22e édition. Et là, nous aurons des résultats à vous présenter. Tout le monde en parle d'Henri Désiré Moussounzi. Quel est votre secret? Il n'y a pas de secret, je crois que c'est la passion, la patience, l'humilité, très important. Et travailler, arrêter la vie facile, cher tout le monde.
Voilà. Merci. À bientôt. C'est ce monsieur qui m'a donné une autre identité ici, circonstancielle. Alors, vous avez un mot à dire, c'était un succès? Oui, c'était un grand succès. C'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile, mais nous sommes vous KRDC, donc on est là pour les challenges et puis on a relevé les challenges. L'événement s'est très bien passé. Le head-off de l'événement, il est là. C'est 4 jours de travail intense, mais les modérateurs ont dit que c'est une année de préparatifs. Donc si vous voulez un succès, le succès a un nom. Oui. Et il faut des sacrifices. Des sacrifices. Et beaucoup de courage. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, DRC Mining se termine pour ce vendredi 19 juin 2026, ici en direct dans la capitale cupifère de la région, au Katanga. Très chers téléspectateurs, des milliers, des centaines des investisseurs ont pris part à ces grands rendez-vous ici en direct de Lubumbashi. Très chers téléspectateurs, plusieurs panels ont intervenu pour cette troisième journée. Il y avait des panels autour de la question géologique, il y avait des panels autour de la question minière, il y avait des panels autour de la question entrepreneuriale, il y avait des panels autour de la question des climats des affaires, plusieurs personnalités diplomatiques, également politico-administratives dans les secteurs publics, privés, ont rehaussé de leur présence autour de ces grands rendez-vous économiques dans les domaines miniers, également dans les domaines artisanaux. Très chers téléspectateurs, autour de cet événement, la cérémonie vient de s'achever par les discours qui viennent d'être émis par les représentants du ministre, parce que dès l'annonce de la journée, je vous avais déjà prévenu que sauf un changement de dernière minute, Louis Watoumou a délégué le secrétaire général aux mines nationales est venu le représenter autour de cet événement. Le gouverneur AI de la province du Haut-Katanga, très cher téléspectateur, s'est fait également représenter par son ministre de budget provincial. Également, c'en est fini avec le président des chambres de mines qui a pris la parole pour faire la recension pendant ces 72 heures d'événements ici en direct. Très chers téléspectateurs, vous avez également eu le temps de suivre plusieurs réactions pendant la troisième journée consécutive ici de cet événement basé sur la question économique, également les développements dans les domaines miniers. Merci pour votre attention. Vous avez eu le temps de suivre les déroulements de cet événement sur Top 243 News ainsi que le média partenaire. Restez connectés et pour vous informer en temps réel. Nous ne pouvons pas nous acquitter à travers notre confrère, le permanent de l'agence congolaise de presse ici dans le Haut-Katanga, cher Serge, qui nous a assisté à avoir cette belle image chez vous. Restez connectés et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt dans un laps du temps pour d'autres événements qui nous attendent sur Kinshasa ainsi que dans la province du Lualaba. À très bientôt. Vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.